partir de l'a priori de se dire « Ah, mais investir durable, ça va forcément réduire ma performance », a priori, les études montrent que jusqu'à présent, c'était pas le cas. L'épargne, c'est un levier qui est sous-utilisé pour financer la transition écologique. Et donc, je me suis dit, créons un acteur là-dessus. On épargne massivement en France, mais on investit peu. Je pense qu'il faut donner, à la fin du collège, des cours d'éducation financière. Ce qui compte, c'est d'accélérer la transition écologique et donc financer, par exemple, le secteur des énergies renouvelables. Quand tu investis sur de l'assurance vie, et encore plus quand tu investis sur un plan d'épargne retraite, généralement, tu n'investis pas pour un horizon de 6 mois. Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as envie de mieux comprendre la finance, ce qu'il y a derrière les stratégies des banques, les choix des dirigeants, les transformations qui façonnent notre quotidien, ou alors comment mieux investir ton argent. Je suis Richard Michaud, consultant en services financiers, formateur et créateur de contenu. Dans chaque épisode, je donne la parole à celles et ceux qui font bouger le secteur. Leur parcours, leurs convictions, leurs erreurs aussi. Tout ce qui va vraiment t'éclairer sur le monde de la finance. Avant qu'on commence l'épisode, pense à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Ou sur YouTube si tu nous écoutes sur YouTube. Et si le podcast te plaît, laisse-nous 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir Inside Banking. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous. Bonjour Joseph, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Alors, je vais te présenter brièvement et puis après, je vais te laisser t'introduire aux auditeurs et aux viewers du podcast. Donc, tu es cofondateur de Goodvest. Tu vas nous expliquer ce dont il s'agit. Moi, c'est une solution que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant qui m'a pas mal intéressé autour des sujets climatiques et puis ESG de manière plus générale. Donc, dans cet épisode, on va parler de ça. On va parler d'investir avec impact. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que pour le faire, il faut sacrifier de la performance ou on peut vraiment combiner l'investissement vertueux et les performances? Je pense que c'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent aujourd'hui. C'est aussi un sujet sur lequel on a du retard. Collectivement, on sait qu'on va dans le mur, notamment sur le plan climatique. On sait qu'on ne va pas réussir à tenir les accords de Paris sur le climat. Donc, il y a plein de sujets autour de ça. Il y a un certain nombre de produits aujourd'hui qui ne sont pas forcément adaptés, pas forcément vertueux là-dessus. Et vous êtes un acteur, tu portes un acteur qui essaie d'œuvrer sur ce sujet. Donc, je pensais que c'était un sujet intéressant, d'autant que j'avais commencé à l'effleurer déjà avec des précédents invités, Vincent Auriac et Ronan Lemoyle. Donc, je mettrai les épisodes en description. Mais on n'avait pas vraiment évoqué plutôt le sujet boursier, investir sur des enveloppes comme l'assurance vie, des PEA en actions, en ETF. Donc, si tu le veux bien, on va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Avec plaisir. Je te propose tout de suite une première question très simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux viewers du podcast ? Bien sûr, donc je m'appelle Joseph Chouffati et j'ai cofondé Goodvest avec Antoine Beneteau et Aurore Pinon-Jacques il y a maintenant 5 ans. J'ai créé Goodvest. Pourquoi est-ce que j'ai créé Goodvest ? Je me suis rendu compte en fait que mon épargne ne correspondait pas à mes valeurs. En fait, j'ai pendant le Covid cherché des solutions pour placer mon épargne. De manière durable. Beaucoup de gens sont lancés à l'investissement pendant le Covid. C'est pour ça que je précise Covid, même si c'est de plus en plus lointain et on s'en rappelle le temps passe. De moins en moins, le temps passe, on vieillit. Il y a 7 ans, j'ai vu ça sur Instagram, ça m'a choqué. Ah ouais, c'est impressionnant à quel point le temps passe vite. Mais en tout cas, ça peut être une question qu'on se pose pendant le Covid, mais ça peut être aussi une question qu'on se pose en début d'année, avec un peu ces résolutions. Là, on tourne ce podcast fin janvier, donc il y a le livret A qui va baisser, donc on peut se poser la question de ok, comment est-ce que je place mon épargne et comment est-ce qu'elle peut aussi matcher mes valeurs. Donc c'est la question que je me suis posée à cette époque-là. J'ai cherché des fonds, des ETF qui permettaient d'investir sur des entreprises qui respectent mes valeurs, qui sont alignées avec l'accord de Paris. Et donc je suis tombé sur des fonds nouvelles énergies, des ETF. Et en creusant un peu, j'étais un petit peu choqué par le décalage entre le discours de ces sociétés de gestion et de ce qu'on trouvait effectivement à l'intérieur des fonds. Et donc il y avait des fonds par exemple New Energies, Clean Energies, qui en fait investissaient jusqu'à 40-50% dans les énergies fossiles. Ça paraît pas très cohérent. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. Et d'ailleurs, la société de gestion en question a été épinglée par l'AMF à l'époque et a été obligée d'afficher un petit bandeau en haut de son site sur la page de ce fonds en disant que voilà, la communication extra-financière sur ce fonds était exagérée par rapport aux véritables engagements de ce fonds. Et donc je me suis dit, ok, il y a beaucoup de greenwashing, il faut créer un acteur qui est spécialisé sur l'investissement responsable, qui a une méthodologie scientifique et transparente et qui est un acteur de confiance pour accompagner les particuliers
dans leur démarche d'investissement. Et donc c'est comme ça que l'idée de Goodvest est née à l'époque. T'as quel âge? Donc j'ai 28 ans. Comment? J'ai 28 ans. Alors, ok. Alors, donc, on est en 2026. Comment tu te lances à quoi? À 22 ans? À 22-23. À 22-23, comment tu as l'idée de créer ça? Je veux dire, à 22-23 ans, moi, j'avais pas l'idée de créer une boîte, surtout sur un sujet aussi impactant. Comment tu t'es lancé? Alors, donc moi, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai pas le parcours classique finance. Je fais un bac scientifique. Ensuite, je suis parti à l'école hôtelière de Lausanne, qui est une business school sur le secteur de l'accueil. Te prédestiner jusque-là à la finance. Voilà. J'ai quand même dans ma famille des personnes qui étaient dans le secteur financier, donc je me suis intéressé à ce secteur assez tôt. J'ai commencé à investir à 18 ans, l'âge légal pour pouvoir commencer à placer son argent. Ensuite, j'ai fait le master HEC entrepreneur. Et pendant ce master, j'ai rencontré pas mal de camarades qui étaient très engagés sur les questions écologiques et qui m'ont sensibilisé à ce sujet. Et donc, j'ai travaillé sur différents projets, toujours à impact. Premier projet en lien avec mes premières études qui était l'hôtellerie. L'objectif, c'était de remplacer les petites bouteilles de gel douche et de shampoing dans les hôtels qui font 26 milliards de déchets par an par une solution vrac. Il y a le Covid qui est arrivé, donc c'était pas le bon moment pour se lancer dans ce secteur. Et j'ai travaillé sur différents projets jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, l'épargne, c'était un énorme levier pour accélérer la transition écologique. Le climate gap, ce qu'on appelle le climate gap en Europe, c'est 400 milliards d'investissements supplémentaires qu'il faut faire par an si on veut respecter l'accord de Paris. Et l'épargne des Français, c'est plus de 6 000 milliards d'euros. Ça, c'est juste en France. Si on prend l'Europe, on est plutôt autour de 30 000 milliards. Donc, l'épargne aujourd'hui, c'est ce qui finance l'économie. Si on veut accélérer, trouver plus de financement, sachant que les États sont quand même un petit peu à flux tendu dans leurs dépenses publiques. C'est un peu un sujet délicat en ce moment en France. C'est ça, même si c'est de l'investissement et c'est pas de la dépense perdue, entre guillemets, même s'il n'y a pas de dépense, il y a pas que de la dépense perdue. L'épargne, c'est un levier qui est sous-utilisé pour financer la transition écologique. Et donc, je me suis dit, créons un acteur là-dessus. Il y a un besoin d'aligner son épargne avec ses valeurs. Il y a beaucoup de greenwashing. Il faut créer un acteur qui est de confiance et qui peut accompagner les épargnants, quel que soit leur niveau de connaissances financières, quel que soit leur niveau de patrimoine, pour placer leur épargne en étant serein sur ce que ça va véritablement financer. Tu as parlé de greenwashing. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce qu'effectivement, tu as évoqué le fait que tu cherchais des investissements vertueux, notamment sur le plan climatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes le marché, quasiment tous les acteurs, finalement, communiquent en disant, nous, soit on transforme nos produits pour les rendre plus vertueux, soit on lance des nouveaux produits dédiés à ça. Et je trouve qu'en tant qu'investisseur particulier, moi, je suis un petit peu averti, mais pour tout un chacun qui n'a pas forcément le temps de passer des heures à regarder et éplucher tous les détails, c'est hyper difficile de voir ce qui relève du vraiment vertueux versus ce qui est juste de la communication. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous définir le greenwashing et ensuite nous donner peut-être des éléments très concrets pour se dire, quand je regarde un produit en tant qu'investisseur particulier, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Quels sont les red flags ou les bons leviers à identifier pour voir que je vais vraiment vers quelque chose de vertueux? Alors, le greenwashing, l'exemple parfait que je t'ai donné, c'est se vendre plus vert que l'on ne l'est vraiment. Donc, un fonds qui a dans son nom climat et qui au final investit dans les premières pondérations dans des leaders des énergies fossiles. Ce qui était autorisé à un moment donné, y compris avec des labels comme ISR. Je sais que ça a évolué, mais... Exactement. Heureusement, ça a évolué et c'est un peu plus simple aujourd'hui que par rapport à... Il y a plus discriminant maintenant, le label. Exactement. Le label ISR, qui est le principal label en France, a évolué et désormais exclut les énergies fossiles de manière quasi systématique. À l'époque, on pouvait retrouver un fonds labellisé ISR qui investit dans le leader français des énergies renouvelables, des énergies fossiles, en première ligne. Donc c'était un véritable problème. Il y a la réglementation SFDR aussi qui évolue. On a toujours quand même, il y a une étude qui a été publiée sur le sujet. Il y a environ un tiers des fonds article 8 et article 9 qui continuent à investir dans des développeurs des énergies fossiles. Donc c'est quand même compliqué pour un particulier aujourd'hui de s'y retrouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut creuser
faut regarder s'il y a une exclusion des énergies fossiles, il faut regarder s'il y a un alignement avec l'accord de Paris, il faut regarder est-ce qu'il y a du financement d'accélérateur de la transition écologique, parce que c'est bien d'être bas carbone, mais ce qui compte, c'est d'accélérer la transition écologique, et donc financer par exemple le secteur des énergies renouvelables, de la mobilité bas carbone, et toutes les classes d'actifs aujourd'hui peuvent se décarboner. Certaines vont être plus un moteur d'accélération. Je pense au non-coté, par exemple. Le non-coté, c'est une des manières pour financer de manière la plus directe possible. Investir directement dans des projets, par exemple, je sais pas, d'éoliennes ou des infrastructures vertueuses, ce genre de choses. Voilà. Et aujourd'hui, on peut le faire via de l'assurance vie. Avant, c'est des choses qui étaient très difficilement accessibles pour un particulier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui démocratisent. Je sais pas si vous faites ça, par exemple, chez Goodvest. Complètement. On a, par exemple, une thématique infrastructure verte qu'on peut retrouver dans nos assurances vie et dans nos PER, qui va financer des obligations non cotées, et donc qui va en fait prêter pour financer des projets d'énergie renouvelable en Europe. Des bornes de recharge de véhicules électriques en France avec le fleuron français Electra. De l'éolien, du solaire partout en Europe, et ça c'est un impact qui est extrêmement concret, extrêmement direct. Alors on peut pas le faire avec toute son épargne, il faut rester diversifié, il faut avoir de l'épargne qui est aussi plus liquide. Ce fonds-là est un fonds evergreen, donc c'est pas du non-coté qui est bloqué pendant 10 ans, mais il y a un horizon de 5 ans minimum pour sortir. En tout cas, on peut peut-être le faire avec une partie de son épargne selon son horizon d'investissement, son profil de risque, etc. Et pour ça, on peut le faire soit en étant accompagné, soit en prenant le temps de se renseigner. Alors, tu as parlé d'épargne, et là, ce que tu évoques, c'est notamment ce qu'on appelle la pyramide du patrimoine. Donc, je pourrais mettre ça en description, parce qu'on a eu le premier épisode avec Guillaume Simonin qu'on a fait, qui a expliqué justement ça. Et tu as évoqué tout à l'heure les 6 milliards d'euros d'épargne. Donc, il y a une grande partie de ce pactole qui est en assurance vie, à peu près 2000 milliards. Il y a une grande partie qui est également en épargne réglementée. Souvent, il y a une critique qui est faite au système français, que je partage, qui est de dire que ça finance pas assez le secteur privé, ça finance pas assez les entreprises. Et donc, ça finance pas assez des projets vertueux, parce que c'est ce qui finance les entreprises qui, en partie, financent des projets vertueux. D'après toi, aujourd'hui, c'est quoi le problème ? Est-ce que le problème, c'est que les produits d'épargne réglementée que les Français ont ne permettent pas d'orienter finalement vers ces solutions-là ? Est-ce que le problème, c'est que les Français n'investissent pas assez et épargnent trop ? C'est ce que je pense. Et une fois que tu vois ce problème, comment, j'imagine Goodvest vous y contribuez, mais est-ce que tu verrais aussi des actions peut-être de l'État ou de réorientation plus macro à faire pour permettre aux Français de mieux flécher leur argent ? Vrai problème, qui est un peu la source de tous les problèmes pour moi. Il y a des pays comme les États-Unis où c'est pas du tout le cas, les épargnes réglementées, ça n'existe pas, quoi. Mais en fait, pourquoi est-ce que les Français placent massivement sur le livret A, le livret de développement durable et solidaire, qui n'est pas si durable que ça, les fonds en euros en assurance vie, parce qu'il y a un manque d'éducation financière en France. Et donc je pense que c'est la source du problème. On épargne massivement en France, mais on investit peu. C'est un des taux d'épargne les plus hauts en Europe. Exactement. Environ 18% du revenu brut. Donc et ça a augmenté encore en fin d'année. On est autour des 19, on frôle les 20%. Donc, alors attention, juste sur le taux d'épargne, ça comprend les remboursements des prêts immobiliers. C'est significatif en France. C'est ça. Donc c'est pas, il y a pas 19% qui va sur des livrets, des fonds en euros. Il y a une part significative qui va sur les remboursements des prêts. Est-ce que d'après toi, il y aurait une action, alors on va pas faire de politique ici, on parle pas du gouvernement en particulier, mais est-ce qu'il y aurait des orientations structurelles qui permettraient d'améliorer ça au niveau de l'État, en plus de l'action des acteurs privés comme toi par exemple ? Je pense qu'il faut donner à la fin du collège des cours d'éducation financière. Je pense que gérer son budget, c'est important, comprendre comment une entreprise fonctionne, c'est important, on vote pour nos politiques. Et on sait qu'un des gros sujets qu'on a en France, c'est la dette et les dépenses de l'État. C'est important qu'il y ait une éducation financière pour les Français et d'ailleurs aussi pour les politiciens. Oui, notamment quand on entend certains à l'Assemblée, opinion personnelle, mais effectivement... je partage. Ça pique un peu. Très bien, avant qu'on parle plus précisément de Goodvest, ce que vous proposez et comment passer à des solutions concrètes, parce que là on a commencé à évoquer le sujet, on a commencé à évoquer des problèmes, mais on va essayer aussi de donner des solutions très, très pragmatiques. Je voulais revenir aussi avec toi sur le contexte plus géopolitique, et ma question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Parce qu'on nous dit, voilà, il faut mettre en place des choses, il faut mieux flécher son argent, et on a en face de nous un président des États-Unis qui enlève
toutes les choses qui avaient été mises en ce sens-là, qui se retirent de l'accord de Paris, et bref, qui annoncent très clairement qu'ils vont pas respecter, qui refinancent des énergies fossiles, etc. Et on est aussi même dans d'autres continents, en Asie, un pays comme la Chine ou la Russie, qui sont pas du tout alignés avec ces politiques-là. Et finalement, on a l'impression, quand on prend cette perspective-là, qu'il y a que l'Europe qui agit, et encore, c'est même pas suffisant, mais il y a que l'Europe où il y a une réelle prise de conscience. Alors sur les autres continents, c'est un sujet, je vais pas dire mineur, mais en tout cas qui est moins dans la Je mets une petite exception quand même sur la Chine, qui accélère quand même beaucoup sur le sujet du climat, avec on regarde avec les véhicules électriques qui sont extrêmement subventionnés en Chine, sur le renouvelable aussi. Donc je dirais qu'il n'y a pas que l'Europe. C'est vrai que les États-Unis, il y a un retour en arrière. On va voir ce qui se passe quand Trump aura fini son mandat. En tout cas, l'Europe a une certaine stabilité quand même que le président français a souligné récemment. For sure, sur plusieurs sujets, dont celui-ci. On a une opportunité en Europe. Je pense que moi je le vois en tout cas comme une opportunité. Devenir les leaders. Exactement, devenir le leader. Je suis assez d'accord parce qu'il y a beaucoup. Je te pose la question parce que c'est aussi une question que j'ai eue. Je deviens un peu le conseiller en finance perso de beaucoup de mes amis, même si je ne suis pas CGP, je ne suis pas CIF, je vous le préviens. Donc il n'y a pas de conseiller en investissement ici. Mais ce que je leur dis, en fait, l'argument de dire les autres font pas, du coup je vais pas faire, n'a pas vraiment de sens. Il est mauvais, ouais. En réalité, et c'est un peu comme la contrainte réglementaire. Quand on met en place une nouvelle réglementation, bah oui, ça contraint, etc. par définition, mais ça crée aussi plein d'opportunités. Et quand on a aussi ça dépend de l'horizon qu'on a, c'est-à-dire que quand on prend un horizon de court terme, on peut se dire bah peut-être, et encore on ne peut pas le prévoir, mais peut-être que mettre massivement mon portefeuille sur des trucs ultra écolos, peut-être à très 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 court terme, ça rapportera moins que le pétrole. Mais si je prends une perspective de 10, 15, 20 ans, personnellement, je serais plus serein à mettre dans des choses climatiques qu'à mettre dans du pétrole, tu vois. Donc, et en fait, quand tu investis sur de l'assurance vie, et encore plus quand tu investis sur un plan d'épargne retraite, généralement, tu n'investis pas pour un horizon de 6 mois. tout à fait. C'est très déconseillé. Voilà, à part exception sur le fonds en euros, mais effectivement, c'est de l'investissement sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc, il faut prendre en compte l'évolution du monde sur 5, 10, 15 ans. Et peut-être que dans 15 ans, on rigolera bien de la politique de Trump de sortir de l'accord de Paris. Peut-être. On l'espère, en tout cas. On l'espère, parce qu'on aura d'autres sujets, d'autres soucis sinon. Très bien. Avant qu'on parle plus en avant de Good Vest, je te propose la première section un petit peu challengeante du podcast. Donc, c'est la section Speed Question. Le concept, il est simple. Je te pose des questions courtes qui amènent des réponses courtes. Le concept, il est simple pour moi, mais un peu plus dur pour l'invité en général. Allez, c'est parti. T'es prêt à jouer le jeu ? On se chauffe. Allez, c'est parti. La première question, le meilleur conseil qu'on t'ait donné en investissement ? C'est diversifier. Deuxième question, le pire conseil qu'on t'ait donné en investissement ? Personne ne m'a donné ce conseil-là, mais c'est suivre ses émotions. Ah ouais, c'est souvent les biais psychologiques, voilà. les gros problèmes. Ton premier investissement perso ? Premier investissement perso. Alors, premier placement d'épargne, qui n'est pas un vrai investissement, comme beaucoup de Français, c'était le livret A. Évidemment. Et les premiers investissements perso, je pense que c'était d'acheter des actions sur un compte titre. Et la première que j'ai achetée, j'ai avoir du mal à te le dire, mais c'était peut-être LVMH. Ah là là, très bien. Bah écoute, pas de jugement, c'est bien d'être honnête. Une erreur d'investissement que tu as faite, mais qui t'a permis d'apprendre ? Une erreur d'investissement, je pense que justement, c'était de pas diversifier. Donc, c'était d'acheter des actions d'abord, avant d'acheter des fonds diversifiés. Donc, je pense que c'était la première erreur. Un secteur dans lequel tu refuses d'investir ? Les énergies fossiles. Très bien. Tu m'as pas dit le tabac, tiens, c'est intéressant. Ah, il y en a plusieurs, effectivement, je n'investis pas non plus dans le tabac, c'est aussi un secteur qu'on exclut chez Goodvest. Très bien. Un secteur d'avenir sous-coté d'après toi ? Secteur d'avenir sous-coté, je pense que les énergies renouvelables, c'est devenu sous-coté. Ok. Le greenwashing, marginal ou endémique ? C'était très endémique et c'est en train de devenir de plus en plus marginal, notamment grâce à la réglementation. En tout cas, sur le sujet de la finance durable, il y a de moins en moins de greenwashing. C'est de plus en plus réglementé. On peut plus appeler un fonds comme on le souhaite. Les labels, désormais, excluent beaucoup plus et réduisent les risques de greenwashing, donc de moins en moins. C'est une bonne nouvelle. La finance durable sera la norme d'ici 10 ans en Europe ? Oui.
Il faut choisir entre performance financière et investissement vertueux. Ah non. Très bien, ça va nous faire la transition pour parler de Goodvest juste après. Un livre que tu recommandes pour une personne qui veut se former au sujet ESG? Alors, il y en a un qui est sorti très récemment, qui s'appelle S'enrichir sans se trahir, qui a été écrit par les cofondateurs de l'ITA et de La Crèmerie. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding très orientée impact et un conseiller en gestion patrimoine impact. Très bien. Ce qui te motive le plus le lundi matin? C'est retrouver mon équipe. C'est sympa, ils vont apprécier. Nous voilà. ça sera, on verra s'ils ont écouté comme ça, s'ils voient la dédicace. Dernière question. Si Goodvest réussit au-delà de tes espérances, ça ressemblera à quoi d'ici 10 ans, 15 ans? Ce serait le leader des placements durables en Europe, qui a noué beaucoup de partenariats, parce que je crois beaucoup en la collaboration avec d'autres acteurs. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un partenariat avec Team for the Planet, par exemple. Autre idée d'invité de podcast. Je prends. Et donc je pense que c'est en ayant noué des partenariats avec différents acteurs plus ou moins gros qu'on peut réussir notre combat. C'est pas un combat qu'on peut faire seul. Très bien, ça me permet de faire la transition sur Goodvest. On a commencé à teaser un petit peu, on a parlé, tu as évoqué l'assurance vie. Donc j'aimerais bien que tu présentes un petit peu ce que vous faites et puis en sous-jacent de la discussion, comment on peut agir concrètement. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé des problèmes. Maintenant, passons aux solutions. Donc qu'est-ce que vous pouvez proposer? Comment ça peut permettre à quelqu'un de passer à l'action, quelqu'un qui a une conviction ou qui a déjà un portefeuille, qui a envie de le switcher un peu sur ces sujets ou qui commence à investir et qui a envie de faire quelque chose de vertueux? Qu'est-ce qu'il peut faire avec vous? Alors, donc Goodvest, on est une plateforme de placement durable pour les particuliers. Donc aujourd'hui, on a une gamme de produits qui répond à plein de besoins différents, peu importe le niveau de patrimoine, peu importe le niveau de connaissance. On a de l'assurance vie, plan d'épargne retraite, livret, du non-coté, de l'immobilier. Donc tout ça se fait en ligne. On a des conseillers quand même qui sont là, qui peuvent prendre rendez-vous et qui font beaucoup de pédagogie pour expliquer de manière très transparente. Moi, je crois beaucoup à la transparence et je trouve que c'est un peu ce qui manque en banque. C'est aussi pour ça que le niveau d'éducation financière est bas en France, c'est que les conseillers bancaires... C'est toujours simple de s'y retrouver, on va dire. C'est ça. Les conseillers bancaires conseillent de tout, des assurances, des cartes, des placements. Donc déjà, ne sont pas des experts du sujet patrimonial, ce que sont nos conseillers, parce qu'ils ne vendent pas de cartes ou bien d'assurance, hors assurance vie, qui est un placement. Et donc, on propose tout ça chez Goodvest, dès 300 €. On a des clients qui nous confient 300 €, on a des clients qui nous confient jusqu'à 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on s'adapte effectivement à la surface financière et au niveau de connaissance d'un particulier, donc très simple, sur notre site, en autonomie ou bien en étant accompagné. Très bien. Et est-ce que tu peux donner... Alors, on va pas donner de conseils en investissement, mais si on rentre... Donc là, tu as parlé d'enveloppe, par exemple d'assurance vie ou de PER. Si on rentre sur la composition d'un portefeuille, sans dire quoi acheter, etc., mais à quoi ça peut ressembler? Est-ce que c'est des ETF dits alignés avec les accords de Paris, pardon? Est-ce que c'est des actions que vous sélectionnez en disant, sur, par exemple, l'indice du CAC 40 ou d'autres indices, voici les actions qui, de notre grille d'analyse, nous semblent vertueuses? Comment ça, tu vois, pour quelqu'un qui veut se constituer son portefeuille, comment ça fonctionne concrètement? Alors, on ne propose pas de titre vif, donc ça veut dire, on va pas te dire il faut acheter telle action. On a à la fois des ETF, effectivement, qui sont compatibles avec l'accord de Paris, qui exclut les énergies fossiles. Là, vous les sélectionnez sur ce que vous mettez à disposition en, pas dire garantir, mais en tout cas en préconisant ça comme placement vertueux. On garantit que ces fonds respectent notre méthodologie, donc respectent l'accord de Paris, excluent les énergies fossiles. Et d'ailleurs, on a une ONG qui s'appelle Reclaim Finance, qui sort régulièrement des études sur les assurances vie et qui atteste de notre exposition ou de notre non-exposition aux énergies fossiles sur nos portefeuilles en gestion pilotée. Donc on a des ETF. Les ETF, on les choisit pour limiter les frais, maximiser la diversification. On a aussi de la gestion active, parce qu'on pense que c'est avec la gestion active qu'on peut avoir le plus d'impact et le plus de conviction en finance durable. On a donc à la fois, on fonctionne en architecture ouverte, donc on travaille avec différentes sociétés de gestion qui sont très engagées sur les sujets environnementaux, comme Mirova, comme Pictet, comme Sycomore, et on a également des fonds maison qu'on co-construit avec ces sociétés de gestion pour aller plus loin en termes de sélection et que ça corresponde vraiment à notre ADN. Donc on a lancé un fonds maison Goodvest Planet Ambition, qui est un fonds action monde
très exigeant, avec des critères environnementaux qui sont encore plus pointus que notre méthodologie. On a un autre fonds maison qu'on est en train de sortir avec Ecofi et Team for the Planet, qui vient d'être agréé par l'AMF. Donc ça, c'est les enveloppes cotées, qui représentent une grosse partie des portefeuilles. Mais on a également des placements non cotés qui vont avoir un impact encore plus direct, des infrastructures durables, de l'immobilier. On propose aussi de l'investissement en private equity. On a des enveloppes qui sont... on a également des placements qui sont sécurisés, garantis en capital, notre livret. On a également un fonds Euroclimat sur une de nos assurances vie, qui est assurée par Spirica, qui donc offre cette garantie en capital. Et on a même, par exemple, un portefeuille en assurance vie qui est 100% en non coté, portefeuille économie réelle, pour les clients qui ne veulent pas du tout s'exposer au marché. Très bien, tu as évoqué la méthodologie que vous avez développée pour bien comprendre. C'est quoi la différence, c'est quoi vos critères par rapport à un label, par exemple le label ISR, donc investissement socialement responsable. Je comprends que c'est plus restrictif, mais concrètement, comment vous faites? Comment vous trouvez la donnée? Quels sont les critères que vous mettez en place? Est-ce que c'est transparent? Si moi je vais regarder mes placements, est-ce que je vois en fait la méthodologie que vous appliquez? Alors on a donc notre méthodologie maison, c'est une méthodologie en entonnoir. On a analysé un peu plus de 8000 fonds d'investissement. On a une équipe dédiée en fait à l'analyse des fonds. On est branché à des fournisseurs de données, comme par exemple... C'est souvent le problème, surtout qu'il peut y avoir, on rentre un peu dans le détail, mais des données structurées, des données non structurées, il y a des rapports à regarder, des compagnies, des entreprises cotées. C'est pas toujours évident. On a 4 personnes à plein temps qui font que ça, hein, et qui ont des outils également pour faire ça, et des bases de données, notamment Carbone 4 Finance, avec lesquelles on travaille sur la partie empreinte carbone et impact sur la biodiversité. On travaille avec des bases de données d'ONG également, comme Jurgovald, sur l'exposition aux énergies fossiles. Donc le premier filtre va être l'exclusion sectorielle. On va exclure... D'accord. Certaines industries, vous dites, nous, on ne fait pas. Exactement. Donc les énergies fossiles, notamment l'expansion fossile, c'est quelque chose qu'on exclut entièrement. Le tabac aussi, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Ça fait un premier filtre, ça exclut très grande partie, hein, ça exclut quasiment 80% des fonds durables. Hein. On a un deuxième filtre qui va être l'analyse de l'empreinte carbone sur les 3 scopes d'émissions de CO2. Et ça va nous permettre donc à la fois les émissions directes, hein, et les émissions indirectes. On regarde toute la chaîne de valeur. C'est assez important, hein, quand on prend un constructeur automobile. On va pas regarder juste l'empreinte carbone de la construction du véhicule, mais également celle des fournisseurs, et celle de l'utilisateur final qui est sur la route. En l'occurrence, beaucoup plus importante que la construction en tant que telle sur la durée de l'objet. Ça va dépendre aussi du type de véhicule, hein. Donc sur l'électrique, voilà, le thermique, voilà. Donc on regarde toute la chaîne de valeur. Ça nous permet de construire des portefeuilles qui respectent l'accord de Paris. Une autre brique qu'on a ajoutée, qu'on n'avait pas au début du Good Vest, mais on continue à enrichir et améliorer la méthodologie régulièrement, c'est l'impact sur la biodiversité. Donc on va regarder comment ces fonds, par rapport à un fonds benchmark, donc un fonds qui est investi sectoriellement et géographiquement de la même manière, impacte la biodiversité. L'objectif, c'est de réduire l'impact sur la biodiversité. Et ensuite, on va regarder également la politique de vote des sociétés de gestion. C'est important d'avoir des sociétés de gestion qui sont engagées sur le plan actionnarial. Le vote aux assemblées générales, on peut influer en fonction des parts qu'on a, évidemment, sur la politique de l'entreprise. Exactement. Et donc, à la fin, on arrive à une sélection de fonds qui est de quelques centaines de fonds. Et ensuite, on regarde la partie financière, diversification, volatilité, tarification, pour arriver à quelques dizaines de fonds qui sont dans nos gestions sous mandat. Vraiment à la fin, c'est hyper sélectif. Tu as évoqué 8000 fonds analysés au début, 10 fonds à la fin, il reste pas beaucoup de survivants. Alors, ça a l'air c'est hyper sélectif effectivement sur les fonds, donc sur la politique de gestion. Par contre, après, en termes d'entreprise, et la diversification, c'est un point qui est très important pour nous, on se retrouve quand même avec plusieurs centaines, voire plus de 1000 en fait, actions et obligations dans les portefeuilles. Donc, on reste assez diversifié au sein des portefeuilles. Alors ça me permet d'enchaîner sur une question que je voulais te poser. Et, justement, tu as évoqué la diversification. On comprend bien que si on a un horizon des possibles qui est infini, que, admettons, je suis un salaud et je m'en fiche du climat et de l'ESG en général, je peux investir partout. De fait, il y a plus d'entreprises potentielles. Ceci dit,
Alors, vous avez un historique qui est skills, la société est assez récente, donc tu peux parler de jusqu'à maintenant et on ne peut pas prédire l'avenir, mais en termes de performance, quand vous vous comparez à des benchmarks, justement, qui n'ont pas ces filtres sectoriels, qui n'ont pas cette méthodologie, qui peuvent investir un petit peu partout, est-ce que c'est comparable, est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est moins bon? Parce que ma question sous-jacente, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent moi j'aimerais bien, je veux bien aller sur ça, mais je veux pas complètement sacrifier ma performance. Peut-être je suis prêt à faire un effort, mais je veux pas passer de 8 à 1, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce que vous constatez, vous, concrètement sur le terrain par rapport au portefeuille que vous avez construit? Alors, déjà, avant de parler du cas Goodvest, parce qu'il y a des études aussi plus larges. Il y a beaucoup d'études sur le sujet qui remontent aussi à un horizon plus lointain, donc c'est assez important. Notamment, il y a une méta-analyse qui a été publiée par l'université Oxford, de Harvard, qui regroupe 2200 études sur le sujet. Et les conclusions de ces 2200 études sont les suivantes. Dans 50% des cas, il y a une surperformance de l'ISR, donc de l'investissement responsable. Dans 10% des études, il y a une sous-performance. Et dans 40%, c'est neutre ou des résultats qui ne sont pas concluants. Donc déjà, partir de l'a priori de se dire « Ah, mais investir durable, ça va forcément réduire ma performance », a priori, les études montrent que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Ça, c'est un point qui est assez important. Le deuxième point, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est que tu l'investis pas pour le court terme, tu investis pour le moyen ou pour le long terme. Donc, si tu investissais effectivement sur une durée très courte, la finance fonctionne encore aujourd'hui plutôt malheureusement sur du court terme. Les gérants scrutent les résultats de manière trimestrielle aujourd'hui, les entreprises dans les énergies fossiles, par exemple, vont payer des dividendes qui sont très importants. Sur les secteurs du renouvelable, tu valorises plutôt l'évolution du cours de bourse, le développement de l'entreprise, que la rentabilité immédiate. Donc ça, c'est important également de le prendre en compte. Si on regarde le cas de Goodvest, ça dépend beaucoup des portefeuilles, des classes d'actifs, de beaucoup de sujets, mais on a des performances qui sont plutôt solides. Et on n'a pas encore consolidé les performances de 2025. On peut par exemple prendre quelques exemples. On vient d'avoir la participation bénéfice du fonds Euroclimat qu'on propose avec Spirica, donc sur notre contrat Good Life. Donc là, on est sur un fonds euro qui propose une garantie du capital. On est sur 3,26% net de frais. Donc c'est plutôt une bonne performance pour du garantie en capital. Si on regarde d'autres classes d'actifs, on a un fonds immobilier, une SCI Iroko, qu'on retrouve dans nos portefeuilles d'assurance vie, qui a délivré plus de 7% de performance en 2025. Sur l'infrastructure verte, on est en moyenne autour de 5-6% sur les dernières années. Sur les actions et obligations, ça va dépendre des thématiques qui sont choisies, mais on est en performance positive sur tous nos profils sur 2025. Et on est très transparent, donc vous pouvez retrouver toutes nos performances sur le site de Goodvest, quoi. Très bien, je te propose tout de suite la deuxième section un petit peu challengeante du podcast, qui est la section vrai-faux. Donc le concept, c'est que je vais te donner des assertions et tu vas me dire si d'après toi, c'est vrai ou si c'est faux. Tu peux un petit peu commenter, je te laisse plus de liberté que pour les speed questions. Ok. T'es prêt ? Parti. Première question, est-ce que si je suis un investisseur débutant aujourd'hui, que j'ai envie de passer 1 heure par mois sur mon portefeuille, je peux avoir un portefeuille vraiment aligné avec les accords de Paris ? Donc oui, en utilisant Goodvest, c'est possible. Ah, j'étais sûr. Si c'est sans utiliser Goodvest, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut avoir accès à des données en fait, donc il faut prendre une licence par exemple. C'est souvent le problème. Avec Carbon 4 Finance, c'est une licence qui coûte assez cher. Donc on peut essayer de le faire tout seul, mais je pense qu'il faut y passer plus qu'1 heure par mois. Les labels actuels, notamment le label ISR qu'on a évoqué et qui a été durci malgré tout, sont encore trop laxistes pour investir de manière vertueuse. Nous, notre conviction, en tout cas, c'est qu'on a une méthodologie qui va plus loin. Donc oui, je pense que c'est effectivement trop laxiste. Il n'y a pas d'alignement avec l'accord de Paris. L'exclusion des énergies fossiles, c'est un vrai progrès. Et c'est moins le cas que dans la version précédente du label, la version 2. Mais pour nous, c'est encore insuffisant. Est-ce que les livrets réglementés, aujourd'hui, donc on parle du livret A ou du LDDS, sont mauvais pour le climat ? Est-ce qu'ils sont mauvais pour le climat ? Écoute, il faudrait que je réanalyse le sujet. Est-ce qu'ils sont bons pour le climat ? Je vais te dire non. Pour moi, ils sont neutres moins. D'accord. Le greenwashing, c'est d'une certaine manière pire que les gens ou les sociétés de gestion qui ne font rien.
Oui, c'est pire, ça trompe les gens. c'est trompeur effectivement, et ça décrédibilise l'industrie. Je pense que la finance durable a perdu quand même en crédibilité, et heureusement que la réglementation a évolué, notamment la réforme du label ISR, et pour moi, effectivement, il y a moins de cas de greenwashing, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est effectivement, c'est tromper les gens et décrédibiliser ceux qui font les choses bien. On critique souvent les jeunes. On entend ils veulent pas travailler, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils veulent pas faire ci. Bon, moi je trouve que souvent c'est un peu dur comme critique. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a plein de jeunes par exemple, je suis ultra impressionné, qui lancent leur boîte, qui montent des choses, qui voyagent, qui ont plein d'initiatives. Est-ce que sur ces sujets, ils sont en avance sur les générations d'avant, ou alors il y en a une grande partie qui n'en ont juste rien à faire et ils préfèrent scroller sur TikTok? Ils sont globalement en avance, et les réseaux sociaux, on peut critiquer pour plein de choses, ont quand même accéléré l'éducation financière. On parle beaucoup de finfluenceurs, et donc je pense qu'ils sont plutôt en avance par rapport, en tout cas, à leurs aînés au même âge. Tu parles de réseaux sociaux, justement. Je voulais te poser aussi des questions autour de la prise de parole, parce que tu es quelqu'un qui prend régulièrement la parole, et puis également tes cofondateurs que tu as cités. Est-ce que tu penses que ça fait partie de ton job de cofondateur, de CEO de Goodvest, au-delà de l'aspect opérationnel, de gérer la boîte, de prendre la parole pour sensibiliser, justement? Est-ce que tu considères vraiment comme une partie de ton job? Et est-ce que tu prends du temps pro pour faire ça? Comment ça se passe? Bah écoute, je suis là aujourd'hui alors que je devrais être dans mon bureau en train de travailler. J'espère que c'est pas du temps perdu. Non, c'est très utile, c'est important de faire l'éducation financière. Donc moi, je crois beaucoup en l'éducation. Dans ce sens-là, du contenu pédagogique que tu fais. Je crois beaucoup en l'éducation financière. Effectivement, c'est aussi intéressé. Le but, c'est qu'on se fasse connaître, le sujet de la finance durable, et en même temps d'expliquer ce qu'on fait chez Goodvest. Donc pour moi, c'est hyper important. Je considère que je l'ai même peut-être pas suffisamment fait. J'ai répondu très souvent oui aux invitations de podcasts, etc. Mais je crée, à mon avis, pas encore suffisamment de contenu moi-même. LinkedIn, par exemple? Alors sur LinkedIn, je suis très actif. Je te vois souvent passer, ouais. Mais par exemple, je suis en train d'être de plus en plus actif sur d'autres réseaux comme Instagram, etc. Je pense qu'il faut aller au-delà de LinkedIn pour parler de ces sujets. Très bien. Et est-ce que du coup, tu as une routine de création de contenu? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui fais tout? Est-ce qu'il y a ton équipe qui t'aide à faire du contenu? Est-ce que aussi au niveau de la boîte, vous avez une stratégie de création de contenu avec des collaborateurs, ce genre de choses? Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui développent des ambassadeurs, et je pense que ça a des vertus parce que ça permet surtout dans les boîtes de conviction, les gens sont pas là par hasard. Est-ce que vous avez ça en tête? Alors oui, on a une équipe de communication et de marketing. On s'appuie beaucoup sur l'équipe également ISR, qui va nous pondre des analyses, du contenu, une veille hebdomadaire. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur eux pour créer du contenu. Je fais des vidéos toutes les semaines de un peu plus d'1 minute qui expliquent un concept ou une actualité en lien avec l'épargne et l'écologie. Et donc je m'appuie sur eux pour le faire. Très bien. Avant qu'on passe aux questions rituelles de fin de podcast, est-ce que tu peux me donner, si on revient sur le cas d'un investisseur qui se lance, qui est pas très éduqué, qui est pas très formé, qui commence à regarder du contenu, etc., quelques centaines, quelques milliers d'euros à investir via ses jobs d'été ou son premier job qu'il a commencé, quels sont les red flags qu'il devrait vraiment regarder, les sujets où il doit faire attention s'il veut investir de manière vertueuse? Il devrait en fait creuser, regarder ce qu'on fait, c'est regarder ligne à ligne en fait la composition des fonds dans lesquels il va investir. Souvent on n'a pas accès aux lignes à ligne, donc on peut déjà regarder le top 5 des entreprises ou le top 10. On peut regarder l'exposition sectorielle. Donc ça, pour ceux qui débutent vraiment, vous pouvez aller sur internet, taper le nom du fonds ou de l'ETF en question, et puis vous avez ligne à ligne des plus grosses expositions, et puis vous verrez laquelle c'est. Voilà. S'il y a un leader des énergies fossiles en première ligne, ça peut poser des questions. On peut regarder aussi tout en haut du DIC, document d'information clé des fonds. On peut regarder les secteurs qui sont exclus par le fonds. On peut regarder si le fonds est labellisé. On peut regarder quelle est sa classification SFDR. C'est déjà une bonne première étape. Très bien. J'ai une autre question un petit peu plus complexe peut-être. Tu as parlé de leaders d'énergie fossile. Aujourd'hui, tu as aussi des entreprises qui sont dans l'entre-deux. On va mettre les pieds dans le plat. Par exemple, Total Energy, c'est historiquement, factuel, un leader des énergies fossiles. Et aujourd'hui, en parallèle de ça, ils continuent à faire ça, et en parallèle de ça, ils investissent massivement sur des choses
plus vertueuses. Tu vas me dire ce que tu penses. En tout cas, ils investissent. Peut-être pas à la hauteur évidemment. Massivement. Voilà. En tout cas, ils investissent. Mais en relatif par rapport aux investissements. Je prends cet exemple parce qu'on le sait tout le temps, mais en tout cas, il y a des entreprises qui sont entre deux, ou tu as des entreprises qui sont juste en transition, qui ont un business model historiquement qui est basé sur ça. Par exemple, des constructeurs auto. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Voilà, il y a 15 ans, 20 ans, ils ne faisaient pas d'électrique par définition. Et il y en a qui sont en train de se réorienter. Donc, comment on prend, parce que le monde est rarement noir ou blanc, c'est souvent un peu la zone grise. Donc, comment vous prenez en compte aussi l'évolution, tu vois, la transition? C'est très important. Chez Goodvest, on n'investit pas que dans des leaders des énergies renouvelables. On investit de manière diversifiée. Déjà, effectivement, parce que notre devoir de conseil, c'est accompagner patrimonialement nos clients. Donc, on va pas investir que sur un seul secteur et que sur le plus pointu du durable. Et d'ailleurs, c'est ce que certaines personnes nous reprochent. On leur explique qu'en fait... Dur de trouver l'équilibre, j'imagine. C'est ça. Notre rôle, c'est de faire aussi de la diversification et d'accompagner les acteurs aussi qui sont encore en transition. Le cas du fossile, c'est un cas qui est un peu spécial. Si on veut respecter l'accord de Paris, il ne faut plus aucun nouveau projet d'expansion d'énergie fossile. Total, aujourd'hui, finance bien plus l'expansion des énergies fossiles que le renouvelable. C'est très clair. Et donc, on n'investit pas dans Total Energies chez Goodvest. En revanche, on a une analyse, on a une grille d'analyse sur d'autres secteurs. On va regarder la crédibilité des plans de transition des entreprises. Donc, elles peuvent ne pas être compatibles avec l'accord de Paris aujourd'hui, mais avoir pris des mesures crédibles pour respecter l'accord de Paris sur un horizon qui est suffisamment court terme. Et donc, c'est le travail de l'équipe ISR de faire ça. Très bien, écoute. Chacun se fera ton avis, mais je pense que c'est une question importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ça. Et encore une fois, moi, on essaye dans le podcast d'expliquer, de décrypter, et souvent les caricatures sont jamais bonnes. C'est un peu comme en politique. La vérité est un petit peu au milieu. Donc je trouvais que c'était un sujet important. Et c'est pour ça qu'on regarde le plan de transition et qu'on regarde pas la photo à date bêtement. Tout à fait. Très bien. Alors je te propose tout de suite qu'on passe aux 3 dernières questions rituelles du podcast. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre qui t'a inspiré? Donc ça peut être un roman que tu as lu, quelque chose sur la finance, quelque chose sur le ESG, quelque chose que tu recommanderais à ton meilleur pote. C'est un livre que j'ai lu, ça fait peut-être à peu près 2 ans, encore au début de Goodvest, qui s'appelle Impact, qui a été écrit par Olivier Norek. Alors c'est un livre, c'est un thriller, hein, c'est un livre Je connais Olivier Norek. Policier. Voilà, c'est un... Moi, j'adore. J'ai lu un livre, j'ai oublié le titre, mais j'en ai lu plusieurs de lui, mais je l'ai découvert avec ce livre, Impact, qu'on m'a offert, qui raconte l'histoire d'un activiste qui tourne mal. Je vais pas te spoiler complètement l'histoire, mais qui se bat notamment contre des grandes entreprises de la finance et des énergies fossiles. Tu t'es reconnu dans le personnage? Donc, alors non, parce que il tourne mal quand même. Donc il va trop loin. Il va clairement trop loin. Mais je vais pas vous spoiler et vous dire pourquoi. Écoute, j'achète quasiment tous les livres. Par contre, je devrais pas te le dire, mais je les achète sur Amazon en général. Donc je vais peut-être faire une exception pour toi. La Fnac déjà. À la librairie de quartier, encore mieux, tu vois. Encore mieux. Très bien, merci pour ça. Deuxième question. Si tu avais un pouvoir magique et tu pouvais revenir en arrière 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu dirais à Joseph? Alors je lui dirais... soit prends plus ton temps, soit moins impatient, c'est mon tempérament et c'est peut-être aussi ce qui a fait que je me suis lancé très très vite, très très tôt dans l'entrepreneuriat. Donc prends ton temps, sois patient et apprends un maximum de choses. Le monde évolue de plus en plus vite, on le voit avec l'IA, on le voit avec plein de sujets et donc je pense qu'il faut apprendre. Troisième question, est-ce que tu peux me recommander un expert de la finance que tu aimerais écouter dans le podcast et idéalement avec lequel tu peux me faire une intro? Je peux t'en recommander plusieurs. Vas-y. Je te recommanderais Eva Sadoun, qui est une des cofondatrices de l'ITA. Déficit de femmes dans le podcast. Voilà, c'est pour ça que en plus je te la recommande. Et pour la mixité, je te propose aussi des hommes, les fondateurs de Ring Capital, qui est le fonds qui est un fonds VC Impact très dynamique en France. Donc Nicolas Sellier, Geoffroy Brigadier, qui ont investi via un de leurs fonds d'ailleurs dans Goodvest. Très bien, merci beaucoup pour ça. Une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, un message que tu voulais faire passer aux auditeurs et aux viewers du podcast?
apprenez sur le sujet des finances perso, prenez ce sujet en main, c'est extrêmement important, en France en particulier. Je vais faire un peu le moralisateur, mais vas-y, tu peux. On n'aura pas de retraite de l'État, en tout cas une retraite qui sera ridicule. Pas à la hauteur de nos cotisation, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc il faut le plus tôt vous y mettez, le plus tôt vous apprenez. J'entends très souvent des amis qui me disent non mais en ce moment j'ai pas d'argent ou j'ai que 300 €, 1000 € à investir, ça sert à rien. Effectivement, quand on se dit bon on va placer, gagner 3, 4, 5% par an sur 1000 €, c'est peu, mais en fait déjà, ça déclenche sur des enveloppes fiscales, ça déclenche effectivement les 8 ans sur l'assurance vie. Ça permet de commencer à s'éduquer financièrement. On n'en fait presque pas pour les quelques dizaines d'euros qu'on va gagner la première année, mais pour prendre les bons réflexes et commencer à investir tôt. Mais écoute, c'est un très bon message de fin. Lancez-vous, allez-y, mais prenez le temps, formez-vous, écoutez des podcasts, évidemment. Et puis, à un moment donné, par contre, il faut y aller. C'est comme dans l'entrepreneuriat. Toi, tu es un entrepreneur maintenant depuis longtemps. Moi, je suis un néo-entrepreneur depuis exactement 28 jours. Voilà, on tourne le 28 janvier. À un moment donné, il faut y aller, puis on voit ce qui se passe. Merci beaucoup, Joseph. Merci à toi.